le journal Seydou Fomba. Bonjour. La rue 161 de Kalabankoura s'appelle désormais rue Adjudant Kumbanko Samake. Elle porte ainsi le nom de cette gendarme décédée en mai 2019 lors des événements de Kouri, une initiative de la hiérarchie militaire pour exprimer sa reconnaissance envers la gendarme décédée. Séance d'échange sur les difficultés rencontrées par les agents de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction dans l'exécution de leur mission de contrôle. Le but visé est de trouver avec les services impliqués une solution qui faciliterait l'accomplissement de leur mission régalienne. Chronique du développement, Soumaïla Berthier s'intéresse aujourd'hui au sous-secteur de la pêche qui contribue à plus de 2% au produit intérieur brut, à suivre en fin de journal. Enfin sport, l'actualité est dominée ce vendredi par la CAN Cameroun 2021. On connaît désormais les affiches des huitièmes de finale. Nous en parlerons dans les détails avec Isaac Chenou qui sera en direct. Auditrices solitaires, bienvenue. Sachez tout d'abord que les obsèques de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est ce vendredi. Nos reporters sont sur le terrain et reviendront sur cet événement dans les prochaines auditions. La rue 161 de Kalabankoura a été baptisée rue Feu Adjudant Kumbanko Samake, gendarme décédé en mai 2019 à Kouri. C'est une initiative de la hiérarchie militaire à travers la Fondation pour la solidarité à titre de reconnaissance à l'endroit de la défunte. La cérémonie de baptême s'est déroulée hier après-midi en présence du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement et de la famille de la défunte. Reportage Suleiman Sylvé. La rue 161 de Kalabankoura porte désormais le nom de feu l'adjudant Kumbanko Samake, une gendarme qui a trouvé la mort dans l'attaque de Kouri en mai 2019. Un geste de reconnaissance qui vise à immortaliser la défunte et tous les autres combattants tombés sur le champ de l'honneur. Général de brigade Sambou Menkro Diakité, directeur général de la gendarmerie nationale. À travers ce choix, la dite instance témoigne son attachement à l'armée malienne et magnifie la valeur d'exemplarité de cette brave combattante décédée en service commandé. En effet, l'adjudant Kumbanko Samake, incorporé à la gendarmerie nationale suivant l'arrêté numéro 1219 MDAC SIE en date du 5 mai 2008, a été arraché à notre affection le dimanche 19 mai 2019 à l'âge de 34 ans lors de l'attaque du poste de gendarmerie de Kouri par des groupes armés terroristes. La famille Samake s'est réjouie de cet acte de reconnaissance de la part des autorités du pays. Boubacar Monzon Samake, porte-parole de la famille Samake. Les autorités de la transition, par cet acte inoubliable, ont essuyé à jamais les larmes de tous les membres de la famille Samake et Diakité. En retour, elle me charge de dire merci à Monsieur le Président de la transition ainsi qu'à toutes les autorités de la transition et du gouvernement pour leur détermination à lutter contre le phénomène djihadiste et la montée en puissance des forces armées FAMA dans la reconquête des territoires occupés. Quant au Premier ministre, chef du gouvernement, il a, au nom du président de la transition, rendu hommage à l'illustre disparu et félicité toutes les forces de sécurité pour le travail qu'elles abattent pour que le Mali recouvre sa dignité. Dr Shogel Kougala Maïga, Premier ministre. Notre peuple n'oubliera jamais ces enfants qui tombent depuis des années et des années sur le champ de l'honneur. D'autres continuent de tomber, d'autres tomberont, mais la nation restera debout. Leur sacrifice ne sera jamais vain. Aujourd'hui, la volonté inébranlable des hautes autorités de notre pays, de l'ensemble des institutions de la transition, de restaurer chez le Malien le sentiment patriotique, le sentiment de fierté, l'amour de la patrie est constaté tous les jours. Et cette cérémonie en est une illustration parfaite. La cérémonie de baptême a pris fin après un défilé des troupes en hommage à tous les soldats tombés sur le champ de l'honneur. 50 orphelins de guerre de Bamako et Kati viennent de bénéficier d'une formation d'un mois en informatique. La formation initiée par la société Antronics visait à les doter de reconnaissances de base en robotique et électronique. Les bénéficiaires ont reçu à Bamako leur attestation au cours d'une cérémonie organisée à l'AGT pour Batrari.
Ils sont 50 orphelins de militaires à avoir bénéficié d'un mois de formation sur les notions de base en informatique. Ces enfants de militaires étaient répartis entre deux sites, Bamako et Kati. La jeune société Ankatronic, à travers son programme Kitronic, est l'initiatrice de cette formation. Lassine Traoré, fondateur de Ankatronic. Ce programme consiste à initier les enfants dans le domaine de l'électronique, de la robotique, en passant par la programmation informatique. Faire apprendre les outils de programmation dès le bas âge aux enfants, c'est leur donner les moyens d'être des citoyens accomplis, conscients des enjeux de l'économie numérique et de l'innovation. Tel est l'objectif recherché par le programme Kitronics. La direction du service social des armées et le ministère en charge de l'économie numérique, à travers leurs représentants respectifs, se félicitent de cette action en faveur des orphelins de guerre. Commandant Chekina Koulibaly et représentant de la direction du service social des armées. Chers enfants, vous venez d'avoir les connaissances de base sur l'informatique en programme robotique et électronique qui vous permettront d'accéder désormais au monde de l'économie numérique et digitale. Je vous demande de chercher à approfondir les connaissances que vous avez acquises au cours des différentes séances de formation. Albert Traoré, conseiller technique au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cette formation que nos enfants viennent d'acquérir est avant tout une arme. C'est une arme contre l'ignorance, mais aussi c'est une arme pour le bien-être. Ces enfants qui viennent d'acquérir ce trésor suprême, qui est la connaissance, sont le trésor de demain de notre pays. Il faut les encadrer. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, vous remercie beaucoup et vous demande de continuer sur cette voie honorable. Ankatronic, à en croire son fondateur, envisage d'étendre cette formation à 1000 jeunes à travers le Mali d'ici à 2027. Les ministères de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines, de l'aménagement du territoire et de la population viennent d'organiser un séminaire d'échange, une séance d'échange donc sur les difficultés rencontrées par les agents des services de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction dans leur mission de contrôle. Le but est de trouver avec les services impliqués une solution en vue d'un meilleur accomplissement de leur mission régalienne. Boubacar Bablé Touré. Les agents de la brigade des services de l'urbanisme sont confrontés à pas mal de difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont souvent victimes d'agressions physiques, d'interpellations ou même d'incarcération. C'est pour trouver une solution à ces maux qui entravent le bon fonctionnement de la structure que le ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat a initié ce séminaire d'échange avec certains services impliqués. Amadou Doumbia, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Souvent, on assiste à des effondrements d'immeubles et choses. C'est parce que les gens ne prennent pas d'abord d'autorisation de construire. Ou bien sinon, s'ils prennent l'autorisation, la construction n'est pas conforme à l'autorisation. C'est une brigade qui n'est pas connue, or qui est couverte par des textes réglementaires en vigueur. Mais nous avons assisté à des moments donnés même à des arrestations de nos brigadiers. Les échanges vont porter entre autres sur les textes relatifs à l'urbanisme et la construction, l'amélioration des procès-verbaux et des constats d'infraction, la sécurisation des agents des services de l'urbanisme, l'organisation de contrôles conjoints Kouyaté Fadimata Sinenta, chef de cabinet du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Le présent atelier rentre dans le cadre de l'axe 4 du plan d'action du gouvernement de transition intitulé « Promotion de la gouvernance et adoption d'impact des stabilité sociale » et traduit ainsi la vision des plus hautes autorités. Au terme de ce séminaire, il est attendu que les difficultés des agents des services de l'urbanisme soient comprises. Radio Mali, 13h passé 10 minutes. Suite de l'actualité nationale pour parler du 5e comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAR qui s'est tenu mercredi pour cette session annuelle de 2022 du projet. Un ambitieux programme est au centre des échanges. Il s'agit de l'aménagement des 1700 km de pistes rurales dans les régions de Koulikoro et Sikasso courant 2022 pour un coût de plus de 14 milliards de francs CFA. Ousmane Diakité, compte rendu. Le désenclavement et le développement local de plus de 280 villages dans les régions de Koulikoro et Sikasso sont les prévisions bancables sur la table du 5e comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accessibilité rurale PAR. C'est autour de ce projet que les membres du comité de pilotage se penchent. Daouda Moussa Kone,
coordinateur adjoint d'IPAR. Et ce comité de pilotage aura pour objet d'approuver le projet de budget de l'année de l'exercice 2022. Et ce projet est axé essentiellement sur l'amélioration de l'accessibilité rurale. C'est pour aussi faciliter l'accès des communautés rurales au marché et puis aux services sociaux de base. Ce projet doit aménager 1700 km de pistes rurales dans les régions de Sikasso et de Koulikoro. Ce projet, dans son exercice 2022, prévoit de réaliser environ 616 km de pistes rurales pour un coût environ de 14 milliards 582 millions de francs CFA. L'objectif du projet est d'améliorer et de pérenniser l'accès routier des communautés paysannes au marché et aux services de base. Déjà à mi-parcours, les collectivités disent voir une réponse immédiate et efficace à leurs préoccupations. Sama Sanogo, deuxième vice-président du conseil régional de Sikasso, bénéficiaire. L'impact de ce projet, vraiment, ça nous a enlevé une grosse épine dans le pied parce que ça nous permet de faire les déplacements facilement, évacuer les produits agricoles et aller au village ainsi qu'au marché. Ça nous a permis aussi, ils ont construit des maternités, clôturé des écoles, construit même des écoles dans nos localités. Mis en œuvre en 2017, le projet d'amélioration de l'accessibilité rurale doit être exécuté pour une période de 5 ans. Radio Mali à Mopti et environ 94.4 MHz en FM. Nous nous rendons justement à Mopti, informer et sensibiliser les bénéficiaires du projet hydraulique WASH dans les serres de Koro, région de Mopti, donc sur les activités du projet en question. C'est l'objectif d'un atelier en cours. Le projet dont il est question est initié par le programme Jeunesse et Stabilisation Proche et ses partenaires. Il devra permettre donc de mettre fin au calvaire des populations de 40 villages où l'accès à l'eau potable est extrêmement difficile. L'atelier regroupe 100 participants venus des communes de Pelmaoudé, Koporona, Kopropin, Koro, Dougoutene, 1 et 2, Barapireli, Boudo et Madougou. Nous avons joint à Mopti pour plus de précisions notre correspondant Idrissa Keita. Voici son reportage. Sans représentants des services techniques, collectivités territoriales, légitimité traditionnelle et de la société civile, des communes de Pelmaoudé, Koprona, Kopropin, Koro, Dougoutene 1 et 2, Barapirili, Bundo et Madougou échangent à Mopti à la faveur d'un atelier. C'est autour des activités de mise en place des mesures d'accompagnement dans le cadre du projet hydraulique WASH dans les cercles de Koro et région de Mopti. Amadi Diarra, assistant du programme Jeunesse et Stabilisation Proges. La réalisation et la réhabilitation de 40 ouvrages, les volets animation, sensibilisation, les volets suivi technique et financier pour les gros SHVA, les AS et les AEP. Le renforcement des capacités des services locaux. Rebecca Togo, présidente de la coordination des associations et ONG féminines Kafo Koro. Si on parle d'eau, ce sont les femmes. C'est un soulagement, surtout aux femmes. Ça va alléger leurs tâches. Donc le temps qu'elles vont mettre pour aller chercher l'eau ailleurs ou bien puiser, donc elles vont économiser ce temps pour mener d'autres activités. Cet atelier est initié par le programme Jeunesse et Stabilisation Proges en partenariat avec l'Union européenne à travers la coopération allemande ZIZ. Abdoulaye Sissé, deuxième adjoint au préfet de Koro. Nous sommes confrontés à un problème d'eau crucial. Il y a le calcaire dans l'eau de Koro. Et même cette eau de calcaire-là est une denrée rare pour la population. L'arrivée de ces 40 forages dans 40 villages de Koro ne sert qu'un ouf de soulagement pour la population. Des questions-réponses ont permis aux participants de mieux comprendre les activités du dit projet, un projet mis en œuvre par la Société d'études et développement SAED pour une durée de 7 mois. Mopti, Idrissa Keita et Suleiman Tepsouke pour l'ORTM. ORTM 13h15. Actualité hors du Mali à présent, direction d'abord le Sénégal où c'est le dernier jour de campagne ce vendredi avant les élections municipales et départementales de dimanche. Près de 6,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Ces élections sont les premières depuis la présidentielle de 2019 qui a reconduit Macky Sall à la tête du pays et depuis les troubles qui ont secoué le pouvoir en mars 2021 et remonté l'opposition. Un scrutin majeur pour la capitale Dakar aux mains de l'opposition de
depuis des années. Dans cette course électorale pour la mairie de Dakar, 2 candidats favoris se font face. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre sénégalais de la Santé et candidat de la coalition présidentielle au pouvoir et qui joue la stratégie de la proximité, et face à lui, Barthélémy Dias, second favori des municipales à Dakar, un opposant qui s'affiche aux côtés de Khalifa Sall, l'ancien maire déchu devenu inéligible après une condamnation judiciaire. Au Ghana, l'accident des camions transportant des explosifs a fait 17 morts et 59 blessés graves hier dans la région minière de Bogoso, à l'ouest du pays. Les autorités ghanéennes évoquent une collision entre ces camions bourrés d'explosifs et d'autres véhicules dans la localité d'Apiat. Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a déploré un événement triste, malheureux et tragique et présenté ses condoléances aux familles des victimes. En Tunisie, plusieurs associations de la société civile ont fait état ces semaines de leurs inquiétudes quant à l'atteinte des libertés dans le pays, alors que les observateurs s'interrogent sur la permanence de l'état des droits. Le président Kaïs Saïed a décidé de s'en prendre au Conseil supérieur de la magistrature. C'est sur la page Facebook de la présidence tunisienne hier soir que la nouvelle est tombée. Pas dissous officiellement, mais les 45 membres du Conseil supérieur de la magistrature ne toucheront plus un centime de l'État. Le président a décidé de mettre fin à leur rémunération. Cette décision intervient alors que Kaïs Saïed, à maintes reprises, a fait part de sa volonté d'assainir un système judiciaire qu'il estime défaillant et corrompu. Au Libéria, un deuil national de 3 jours a été décrété par le président George Weah suite à la mort de 29 personnes au moins dans un mouvement de foule la nuit du mercredi à jeudi. Cela s'est produit lors d'un rassemblement religieux chrétien à Morovia. Les fidèles étaient réunis sur un terrain de football dans une banlieue à l'est de la capitale. Selon des médias locaux, des malfrats armés de couteaux sont arrivés à la sortie du rassemblement pour dévaliser les fidèles. Ils réclamaient l'argent et les téléphones, ce qui a provoqué un mouvement de panique. Le président s'est dit dessus et demande qu'une enquête soit menée. La police libérienne précise déjà que 5 personnes ont été arrêtées. Alors, nous sommes donc dans la page sport et pour l'animer, nous avons ici en direct Isaac Chenou. Bonjour Isaac. Bonjour Chédou Foma. L'actualité, comme tout le monde le sait, est dominée par du football et notamment la CAN Cameroun 2021 à l'issue d'une phase de groupe marquée par l'élimination précoce de l'Algérie, tenante du titre. Donc, on connaît les affiches des 8e de finale de la CAN 2021. Ah oui, c'est vrai qu'avec Nigeria, Tunisie et Côte d'Ivoire, Égypte, 2 énormes chacun sur notre rendez-vous. Dès ce tour, parvenus donc à se qualifier à 8e de finale de leur première participation à la CAN, les Comores et la Gambie tenteront de poursuivre leurs rêves, mais cela s'annonce compliqué pour les Comoriens qui se frotteront au Cameroun, pays hôte, tandis que les Scorpions en découdront avec la Guinée. Le derby entre le Sénégal et le Cap-Vert vaudra aussi un détour. Alors, les 8e de finale commencent dimanche. Il y aura donc à 16h Burkina Faso, Gabon à Limbé et à 19h Nigeria, Tunisie à Garoua. Le lundi, donc le lendemain de dimanche, donc à 17h, il y aura Guinée-Conakry, Gambie à Bafoussam et à 20h Cameroun-Comores au stade Olympique de Yaoundé. Ça se poursuivra mardi avec Sénégal-Cap-Vert à Bafoussam et Maroc-Malawi au stade Amadou Aïdio de Yaoundé. Le mercredi, la Côte d'Ivoire jouera contre l'Égypte au stade Japon et le Mali affrontera à 20h la Guinée équatoriale à Limbé. Pour rappel, déjà qualifiés pour les 8e de finale, les Aigles du Mali ont dominé hier la Mauritanie 2-0 pour finir en tête du groupe F. Il est donc d'un adversaire qu'on peut dire abordable sur le papier. À toi, la Guinée équatoriale, il va jouer la 8e de finale contre le Mali. Le Mauritanie jouera donc, il disait, à 19h à Limbé, c'est ça pour mercredi. Alors, Isaac, un fait qui retient forcément l'attention, tenant du titre grand favori à leur propre succession, les Fennecs ont été éliminés de la phase de groupe de la CAN 2021. C'était ce jeudi au stade de Diapoma. Ah oui, c'est le format, alors qu'une victoire était indispensable pour passer. Les hommes de Djamel Belmadi ont sombré contre la Côte d'Ivoire 3-1. Ils sortent de la compétition avec, en tout cas par la manière, en tout cas, et c'est par la petite porte, il faut le dire comme ça, avec 1 point au compteur, 1 but marqué et une désolante place de dernier du groupe E. En tout cas, après la défaite d'ailleurs de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire, synonyme d'élimination de la CAN, la venue des Champs-Élysées en France,
où un gros dispositif de sécurité était en place est resté très calme. Un nombre important de forces de l'ordre avait été mobilisé dès le milieu d'après-midi de jeudi sur les Champs-Élysées en prévention d'éventuels débordements après le match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais contrairement à l'après-coupe arabe, il y a un mois, l'avenue donc est restée très calme à la suite de la défaite de Fennec et les éliminant prématurément de la compétition. Alors, Isaac, ce vendredi, c'est jour de pause avant le début des huitièmes de finale. La Confédération africaine de football se tourne déjà vers l'édition 2023 prévue en juillet 2023 en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la CAN observe aujourd'hui la pause de demain aussi. Une pause donc avant de débuter les huitièmes de finale. La Confédération africaine de football donc à la tête en 2023. Et vous l'avez dit, prévu en Côte d'Ivoire, un tirage prévu donc en principe aujourd'hui. Et l'instance a en effet annoncé que le tirage au sort du tour préliminaire des qualifications à la CAN 2023 sera effectué à Douala au Cameroun et disputé sous la forme d'une double confrontation aller-retour. Et ce tour opposera les sélections du continent les moins bien placées au classement FIFA. Alors, les qualifiés gagneront leur billet pour la phase de groupe qui concernera 48 sélections. Demain donc 22 janvier, c'est le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde qui sera donc au programme. La CAF a par ailleurs confirmé que c'est le dernier classement FIFA publié le 19 novembre dernier et qui a été pris en compte pour répartir du moins les 10 sélections qualifiées pour cette phase. En tout cas, le Mali est concerné et bien sûr, nous croisons les doigts. En tout cas, nous souhaiterons et nous espérons bien participer à notre première Coupe du Monde à l'issue de cette confrontation. Pas d'autres nouvelles, Isaac? C'est essentiel. Alors, merci Radio Mali. Dans un instant, la chronique du développement, c'est avec Soumaï Laberté. Chronique du développement. Les sous-secteurs pêche, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Les sous-secteurs pêche qui contribuent à plus de 2% au produit intérieur brut. Malgré un potentiel halieutique important, le Mali importe une quantité importante de poissons pour satisfaire sa consommation nationale estimée à près de 700 000 tonnes. La chronique du développement aborde aujourd'hui le sujet. C'est une réalisation de Soumaïla Laberty. La filière pêche est l'un des créneaux pourvoyeurs d'emplois et de recettes pour l'État. Le Mali dispose d'un potentiel halieutique énorme, mais encore sous-exploité. Paradoxe, le pays ne parvient pas à couvrir les besoins de consommation en poissons et donc obligé d'importer. Nuhum Berté, directeur national de la pêche. Le Mali, c'est près de 40 000 km² de plans d'eau à travers le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, les barrages de Manantali et de Sélengue, qui sont des retenues artificielles d'eau que nous empoissonnons et qui font l'objet de pêches halieutiques. Il y a également des lacs, des grands lacs, et même les bangotières sont nos pêcheries que nous sommes en train d'empoissonner aujourd'hui. Toutes choses de nature à renforcer notre production des poissons pour pouvoir satisfaire les besoins de consommation nationale en poissons. Malgré les difficultés liées notamment à l'action de l'homme sur les cours d'eau du pays, tels que les dragages et les effets du changement climatique, le sous-secteur pêche représente plus de 2% du produit intérieur brut. Mieux, ces dernières années, la filière pêche connaît une croissance stable en termes de production. Ceci grâce à une volonté des autorités de mettre en place des équipements de qualité et d'assurer la formation des principaux acteurs. L'exercice de la campagne 2020-2021, nous avons déjà atteint le cap de 120 000 tonnes de poissons, qui est nettement supérieur à la production de l'an dernier, qui était respectivement de 109 000 tonnes de poissons de capture et de 7 000 tonnes de poissons d'aquaculture, ce qui était de 116 000 tonnes. Cette année, nous avons déjà dépassé le cap des 120 000. Ça voudra dire que d'ici la fin de la campagne, nous allons pouvoir engranger des résultats tout à fait supérieurs. Les 7 dernières années, il y a une croissance quand même assez stable du point de vue production de poissons en République du Mali. Ceci est dû à
l'équipement et également au renforcement des capacités que nous avons auprès des autorités et qui concourent à l'atteinte des objectifs de production à nous assignés. L'État malien, à travers la loi d'orientation agricole, nous concède chaque année une subvention qui nous permet au fur et à mesure d'améliorer notre production aquacole. En perspective, les efforts de la filière pêche au Mali s'orientent désormais vers la pisciculture. Cette activité entre de plus en plus dans les habitudes des acteurs. S'y ajoute la nécessité pour l'État d'assurer le maillage territorial et la formation continue des acteurs. Nuhu Berté, directeur national de la pêche. L'avenir de la filière poisson au Mali réside dans la pisciculture. Le potentiel halieutique aujourd'hui stagne sur toujours les 110 000 tonnes de poissons par an. Nous avons un besoin de près de 700 000 tonnes par an et donc nous ne produisons que près de 25% de nos besoins de consommation nationale. Et nous avons un engouement qui est autour de nos grandes zones de production et de consommation. Toutes nos capitales régionales constituent aujourd'hui les zones de consommation des productions halieutiques et aquacoles. Je voudrais donc dire que nous avons en plus de ça la ressource humaine, beaucoup de jeunes et de femmes aujourd'hui qui ont une attirance pour ce travail. Donc tout ce qui manque, c'est les moyens de production. La pisciculture est sans nul doute une alternative à la problématique de la filière pêche aujourd'hui au Mali et reste à accompagner les initiatives afin que le pays puisse couvrir ses besoins en consommation de poissons. À vendredi prochain, Soumaïla Berté. Voilà, c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba à la mise en onde. Il y avait Bintou Traoré, réalisation, dossier Baba Diara. La coordination était assurée par l'infatigable Brahma Traoré. Merci d'avoir été des nôtres.